Alpine a enfin trouvé son nouveau patron du côté de son écurie. Oui, Alpine a décidé de choisir un patron auquel on ne s'y attendait pas de manière permanente. On va dire ça comme ça. Luca De Meo a cherché, Luca De Meo a réfléchi, puis Luca De Meo a choisi finalement de choisir cet homme. Bruno Famin est désormais patron directeur d'Alpine F1 Team, lui qui est d'ailleurs patron d'Alpine tout court Motorsports, d'Alpine Motorsports, il est patron d'Alpine Motorsports de base. Bruno Famin, il remplace donc Laurent Rossi en termes de poste, mais c'est un point qui est assez étonnant d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Bruno Famin avait été annoncé dans un premier temps dans ce rôle, mais seulement en tant qu'intérimaire, le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre pour le mettre à sa place, trouver la bonne personne. Puis finalement Luca De Meo s'est dit non, ce sera toi, Bruno Famin, qui sera le patron de l'écurie en Formule 1. Et c'est quelque chose auquel on ne s'y attendait pas réellement, Baby Chum, de voir Bruno Famin annoncé en tant que nouveau directeur d'Alpine F1 Team. On s'attendait potentiellement à l'arrivée, je vous rappelle, d'une potentielle arrivée de Mattia Binotto du côté de chez Alpine, lui qui a l'expérience d'une écurie constructeur en Formule 1 avec Ferrari. L'écurie constructeur, c'est une écurie qui crée tout de A à Z, que ce soit le châssis mais également le moteur. Mattia Binotto avait cette expérience-là, tout simplement. Finalement, Luca De Meo a préféré mettre Bruno Famin à cette place-là. Et c'est quelque peu étonnant, au vu de la situation et au vu du fait surtout que Bruno Famin a été annoncé dans un premier temps dans un poste intérimaire. Finalement, il prend le lead de l'écurie Alpine, c'est lui le directeur désormais de l'écurie Alpine, et en plus du rôle bien sûr qu'il a plus global de PDG d'Alpine Motorsport, du secteur sport auto d'Alpine bien évidemment. Baby Chum, est-ce que ça t'étonne aussi? Ouais, je suis déçu. Ah, carrément. Je suis déçu. Bah, j'aurais bien aimé voir mon copain Binotto T'es sûr. aller chez Alpine, quoi, voir ce que ça donne, tu vois, par simple curiosité. Voir, voilà, si c'était vraiment l'homme de la situation, peut-être qu'il est arrivé chez Ferrari au mauvais moment ou quoi. Non, je suis déçu. Mais tu sais que pareil, moi je me dis, putain, dommage, on aurait pu avoir Mattia Binotto du côté de chez Alpine, parce que je fais partie des gens qui pensent que Mattia Binotto est un excellent patron d'écurie. Ce qui s'est passé chez Ferrari, c'est tellement unique. En fait, Ferrari est tellement unique en son genre, dans le management, dans le fonctionnement, que ça m'a un petit peu ouais, j'aurais bien aimé le voir. On n'a pas Binotto déjà, c'est une bonne nouvelle. Et vraiment, vous êtes pas gentil le chat, hein. Vous êtes pas gentil avec Binotto quand même. Mais oh, ils sont réalistes, c'est juste qu'ils ont vu ce qu'il était capable de faire. Donc globalement, c'est sûr que ça donne pas forcément envie de le recruter comme ça, quoi. Oh. Ça peut se comprendre, hein. Ouais. Non, bah après la sélection de Famin, oui, il est annoncé comme intérimaire. Enfin, dans un premier temps, c'était vraiment le gars qui allait voilà, combler la place en attendant de trouver mieux. Au final, on n'a pas réussi à trouver mieux. Oui. On a estimé que Famin allait peut-être faire l'affaire aussi, au vu de nombreuses discussions et de nombreuses réunions aussi en interne. On s'est dit voilà, que Famin pouvait être l'homme qui pouvait au moins changer la vision d'Alpine et remettre une bonne fois pour toutes les choses à plat, parce qu'il y en avait cruellement besoin aussi dans les objectifs qui avaient été annoncés par le passé et la performance en tout cas de la voiture. Et voilà, on s'est dit que peut-être en interne, c'était la personne qu'il fallait nommer. C'est l'ancien responsable notamment du département moteur aussi chez Alpine. Oui. Voilà, il vient clairement pas de nulle part. Oui, c'est quelqu'un qui était déjà du côté de chez Alpine, hein. C'est vrai que c'est bien de le rappeler, c'est quelqu'un qui était déjà du côté de chez Alpine en interne. Et aussi également, y a un point extrêmement intéressant que tu as pu dire, c'est quand même que peut-être qu'il y avait aussi personne. Je pense aussi à personne pour réellement remplacer pour prendre la place de directeur de l'écurie Alpine. Et c'est vrai que c'est un point extrêmement important, mais est-ce que c'est pas l'une des situations qui amène cette raison d'avoir gardé finalement Bruno Famin et de le passer de poste intérimaire à poste permanent? Bah sans doute. Peut-être même la raison j'ai envie de dire plutôt. Bah après il y a de ça, mais je pense qu'aussi c'est une raison, on va dire sécuritaire, dans le sens où, comme je l'avais dit, en fait il connaît déjà l'environnement, il sait où est-ce qu'il est. Oui. Luca De Meo sait aussi qui c'est qui met en place. Et là-dessus, au niveau acclimatation, déjà, tu as un temps de gagner aussi qui est phénoménal en fait, en mettant Famin à ce poste-là. Donc oui, après c'est couplé forcément peut-être au fait que il y avait soit pas de candidats, soit des candidats qu'on estimait chez Alpine qui correspondaient peut-être pas forcément à la philosophie que l'écurie allait avoir. Oui. Donc
oui, tu couples à tout ça, bah, tu passes au simple intérimaire à finir la saison déjà dans un premier temps et potentiellement être là jusqu'en 2024. Ouais. Maintenant, on connaît la musique, voilà, depuis 2016, de toute façon, c'est un disque rayé hein, globalement chez Renault Alpine, donc crions pas en tout cas victoire trop vite. C'est même peut-être pas forcément une révolution, c'est plus une reconstruction en soi. Ah, tu sais que je pensais aussi comme toi en me disant est-ce que c'est le début d'une reconstruction? Oui, mais c'est même pour moi, je suis plus basé sur la révolution. Bah révolution parce que oui, il y a beaucoup de têtes qui ont été coupées, je suis d'accord, beaucoup d'un coup. Ouais. Il y a eu des coups de gueule de passé, bon des fois c'est le timing qui est, voilà, c'était pas bon ou ce genre de choses, ça peut faire penser à une révolution. Maintenant les révolutions depuis 2016, il y en a quand même eu pas mal d'annoncées. Oui. Et au final à chaque fois le résultat était le même. Là ce que je souhaite juste pour Alpine, c'est que bah forcément le projet à moyen long terme, la vision est complètement changée. Qu'on arrête de se voiler la face à se dire on veut jouer les podiums, on veut jouer la victoire dans tant de courses ou tant de saisons. C'est impossible de se projeter en tant de saisons en fait en avant en Formule 1. Ouais. Tu sais même pas déjà ton niveau de performance de la saison prochaine. Donc se projeter sur plusieurs saisons, c'est compliqué, surtout en plus quand tu vois Alpine bah, qui apporte de grosses évolutions et qui ne te font rien gagner. Ouais. Nombre de fois qu'on nous a fait miroiter que cette voiture avec les grosses évolutions, qu'elle allait arriver en Australie, qu'elle allait arriver en Autriche, qu'elle allait arriver en Japon, que ça allait faire gagner 4-5 dixièmes, que cette voiture allait être incroyable, et qu'au final elle progresse de même pas un demi-dixième, tu fais... Bah tu souffles en fait, parce que c'est dans un cycle en fait de recommencement éternel, quoi. Et c'est pour ça que DOJ le dit, Alpine clairement le plus gros flop de la saison. Pas le plus, mais en tout cas il y a un énorme flop et c'est surtout, bah il y a cette conviction du côté de Luca De Meo de se dire que c'est en grande partie dû à la manière de penser, à la manière de réflexion, à la manière dont il fallait réfléchir. Et ça se comprend, encore une fois, la situation elle est telle qu'elle aujourd'hui. Alpine est passé de la 4ème à la 6ème force du plateau et de très très loin derrière. Il y a une fiabilité qui est très manquante, il y a une performance qui est manquante notamment au niveau du moteur. La situation, on peut le dire qu'elle est presque dramatique du point de vue performance. Mais au point où aujourd'hui, Luca De Meo a quand même fait des choix extrêmement forts. Je vous disais, le Bruno Fama a été nommé directeur permanent, donc de façon permanente, de l'écurie Alpine. Il prend donc la place, factuellement parlant d'ailleurs, de Otmar Szafnauer. Il prend aussi la place donc de Laurent Rossi qui était notamment qui lui était PDG d'Alpine tout court. D'ailleurs je vous rappelle que aujourd'hui du côté de chez Alpine, le poste de PDG du groupe, enfin de la marque est divisé en deux. Maintenant on a plus un seul poste, on a deux postes. Philippe Krief lui est PDG de la marque Alpine et le secteur Motorsports est dirigé par l'homme que vous voyez à gauche, qui n'est pas Squeezie bien sûr mais à gauche, c'est Bruno Famin. Extrêmement important de prendre ça en compte. On divise les postes pour mieux, j'ai envie de dire, fluidifier la pensée et ne pas aussi surmener un seul homme. Et ça aussi, c'est très intéressant de voir ça. Autre point aussi très intéressant, c'est-à-dire que comment Bruno Fama a été annoncé. Il y a eu une réunion en interne une grosse réunion en interne du côté de chez Alpine, j'ai presque envie de dire un rassemblement. Rassemblement de tous les employés d'Alpine en Formule 1. Et pour vous dire, j'ai pu discuter avec une des personnes qui était présente à cette réunion, qui m'a dit que Luca De Meo était arrivé en disant, je cite, « Préparez-vous, ça va être un discours que vous n'avez jamais entendu de votre vie. » Et d'ailleurs, Luca De Meo, pour vous dire, on m'a confirmé ça aussi, il a parlé seulement 2 fois aux employés de l'écurie Alpine Formule 1. L'écurie Alpine Formule 1, je vous rappelle que c'est 2 secteurs, le secteur châssis et tout ce qui se passe autour, en dehors du moteur, c'est à Enstone, et aussi à Viry-Châtillon pour tout ce qui concerne moteur. Donc c'est un pôle en Angleterre, donc en Grande-Bretagne à Enstone, et un pôle en France, baguette. Et en fait, de ce fait-là, bah là, il a repris la parole pour dire maintenant c'est fini. Là maintenant c'est fini. Et ça a été révélé justement cette réunion dans les colonnes du journal L'Équipe. De Meo a insisté sur l'arrogance affichée par l'extérieur à travers ces fameux lendemains qui allaient chanter, visant ainsi la politique de communication excessivement enthousiaste de Laurent Rossi. Aujourd'hui, Bruno Famin et Luca De Meo et même Philippe Krief veulent couper court à tout ça. C'est terminé.
On fait plus la communication que pouvait avoir justement Laurent Rossi. Notamment la surprésence même de Laurent Rossi par le passé, en étant tout le temps sur le devant de la scène. Quand il y avait des problèmes, quand ça l'arrangeait, quand il y avait des problèmes, il était pas là. Le mec, visiblement, hein, quand il y a eu l'affaire Piastri, Fernando Alonso, lui était aux Maldives. Entre guillemets, hein, j'extrapole. Mais vous voyez, je rappelle d'ailleurs que Laurent Rossi est toujours empolé du côté de chez Alpine. Hein, je vous rappelle, mais sauf que là, il est aux archives. Semblerait-il. Et aujourd'hui, il y a aussi un truc extrêmement important à prendre en compte. Et je trouve que c'est très intéressant et c'est fort les mots qui ont été sortis, notamment du côté, du côté des colonnes du journal de l'équipe, qui disaient tout simplement qu'aujourd'hui, Alpine, quand même, Alpine, Renault, Enstone, Viry-Châtillon, on parle quand même de grands noms de l'automobile et surtout de grands noms du sport automobile. Mais aujourd'hui, Alpine n'est plus du côté des gagnants, mais aujourd'hui du côté des perdants. C'est terrible de dire ça. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, Alpine est du côté des perdants. On parle d'une écurie qui a permis, en termes de motorisation, à faire gagner plusieurs titres de champion du monde. On parle d'une écurie qui est devenue double championne du monde 2005-2006, qui a fait naître la légende Fernando Alonso. Et pour moi, évidemment qu'aujourd'hui, ça fait extrêmement mal de se dire qu'aujourd'hui, Alpine est du côté des perdants. Et là, il faut couper court à tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'énormes mots qui ont été sortis durant cette réunion, qui a duré au total 40 minutes, à Enstone et aussi en visioconférence du côté de Viry-Châtillon, avec notamment une traduction pour Viry-Châtillon en même temps. Des mots pour justement dire, on arrête la mauvaise communication, on arrête cette arrogance. Aujourd'hui, il faut faire profil bas et trouver des solutions, être avenant, être avant-gardiste sur certaines idées, on va dire ça comme ça, et surtout arrêter cette guerre aussi France-Angleterre, et on va y venir à ça parce que ça c'est très très intéressant, mais surtout penser à l'unité. Aujourd'hui c'est un appel à l'unité qu'on a aujourd'hui du côté de chez Alpine, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup trop d'écarts de pensée et de visions qui ne vont pas dans la même direction, et peut-être parfois de pensées qui pensent, on va plus penser à son intérêt plutôt qu'à l'intérêt de l'écurie. Et c'est surtout cette façon-là de rappeler, Baby Chum, que là aujourd'hui, l'heure est à l'unité et non plus à la division. Mais il était temps. Oui. En fait, il était temps. Au-delà de cette unité, oui, c'est la guerre depuis des années, de toute façon, entre Enstone et Viry, c'est un secret pour absolument personne. Ouais. Et là-dessus, tu peux pas espérer être compétitif sur une saison complète si t'as la guerre en interne, déjà, ne serait-ce qu'entre deux départements. Ouais. C'est clairement impossible. Il faut unifier, il faut souder cette équipe, il faut enterrer l'âge de guerre et repartir de zéro là-dessus. Mais ça va aussi de pair, comme tu l'as très bien dit justement, avec cet aspect communication où il faut arrêter de mentir aux gens. Ouais. C'était clairement des mensonges en fait au nez de tout le monde, quoi. Oser nous déclarer à chaque fois qu'Alpine va jouer des podiums, Alpine va se battre pour le titre. À quel moment? Dans une structure pareille où tu changes tous les 2 ans de personnes de tête pensante, tu vas réussir cet objectif-là. Bien sûr. C'est clairement impossible. Il te faut des coups d'éclat pour que on se dise ah, au final la saison est pas si mal. Parce que cette saison est très compliquée, mais il y a 2 podiums. Ouais. Mine de rien. C'est ça le problème, c'est que cette saison 2023, il marque moins de points qu'en 2018, je crois. Oui. Et en 2018, il n'y avait rien. Et là, il y a 2 podiums. Ça montre quand même que la saison, elle est compliquée. Elle est compliquée et elle n'est pas normale. Et qu'au final, le discours que tu nous sors depuis plusieurs saisons fait qu'en fait, tu te ridiculises plus qu'autre chose. C'est ça. Tu serais revenu, enfin même pas, tu sais même pas revenu en tant que Renault. Tu serais arrivé en tant qu'Alpine en nous disant on va prendre notre temps, on va se développer, on n'est pas plus grand que tout le monde et on va se concentrer sur nous-mêmes, on va performer, monter en grade. Et voilà, juste ça. Plutôt que de nous dire, non, écoutez les gars, dans 3 saisons, on joue le titre. Bah non, en fait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et tu sais qu'il y a même un truc en plus, c'est qu'il faut se souvenir que du côté de chez Alpine, on avait ce fameux projet des 100 Grands Prix qui est abandonné, hein, je vous l'ai direct. Hein. Bah oui, enfin. Le projet des 100 Grands Prix, il est abandonné, c'est terminé, on passe à autre chose. Et surtout que c'était un projet qui était certes ambitieux. Moi, par exemple, je trouvais le projet des 100 Grands Prix très intéressant de dire, ok, on met les moyens pour faire ça. Ok, y a pas de souci, mais y a pas les résultats. Ah, c'est comme ça, soit ça passe, soit ça casse. Et je trouvais ça intéressant de faire ce projet 100 Grand Prix, mais forcément, quand tu prends du recul, tu te dis, bah déjà, d'une, c'est pas possible parce que t'as les autres aussi qui mettent beaucoup plus de moyens que toi. Pour important déjà aussi, hein. C'est, par rapport à Laurent Rossi. Alors, petit point sur Laurent Rossi, beaucoup critiquent Laurent Rossi. Faut pas oublier ce qu'il a réussi à faire quand même, Laurent Rossi. Hein. Le mec a quand même réussi à remettre la marque Alpine sur le devant de la scène. Hein.
Les ventes, aujourd'hui Alpine est en très très bonne santé, hein, la marque Alpine, hein, très très bonne santé, ça vend très très bien. Bon, il y a beaucoup plus d'Alpine qui sont vendus, jamais dans son histoire Alpine n'a autant vendu. Donc bon, Laurent Rossi, on peut le critiquer sur la partie Formule 1, mais sur la partie marque, en tout cas, c'est très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, sur le côté Formule 1, le fameux des projets sans Grand Prix, oui, ça c'est problématique. Autre point aussi problématique par rapport à Laurent Rossi, c'est le fait de nommer Otmar Szafnauer directeur de l'écurie pour finalement quasiment faire son taf, quoi. Oui, ça là-dessus c'est problématique aussi. Ouais. Tu vois, en termes de théorie, de choix personnel, évidemment, et puis au-delà de ça, en termes encore une fois de déclarations qui sont normalement censées être fortes. Ouais. Et quand il annonce au début de saison 2022 qu'il dit moi le moteur je m'en fous qu'il casse tant qu'il est performant, ça me va. Ouais. Sauf que ton moteur il casse, il est pas performant, et à côté de ça ton châssis, ton aéro, il est pas bon non plus. Oh oui. Ouais. Donc tu te retrouves avec une voiture en fait où tu ne peux pas lutter tu peux pas lutter avec les objectifs que tu t'es fixé en début de saison. Ouais. Et en début d'ère Alpine. Donc là-dessus déjà il y a une contradiction totale en fait. T'es parti en excès de confiance qui a fait qu'au final tu t'es ridiculisé tout seul. Et tu regardes aujourd'hui, tu te fais dépasser par des concurrents face auxquels normalement tu devrais jouer, face auxquels normalement tu devrais te battre. McLaren, pour ça que moi l'exemple parfait de la problématique d'Alpine, c'est McLaren. Comment on pouvait expliquer qu'une équipe qui était sans dessus-dessous au début 2022 et au début 2023 est aujourd'hui capable de faire une remontada pour monter et aller chercher les podiums et même presque être proche de la victoire? C'était du côté de Singapour notamment. Double podium au Japon. Alpine, ils sont où? Le moteur lâche. Et en plus, je vais me sortir une statistique assez folle aussi d'ailleurs par rapport au casse moteur et même au casse mécanique notamment durant cette saison 2023 de Formule 1. Je trouvais ça ici, c'était juste là. 9 abandons en 2023. À titre d'exemple, en moyenne, les top teams sont à 2. 9 abandons en 2023. Sans compter l'an dernier où le moteur lâchait de manière invraisemblable quasiment à chaque instant pour Esteban Ocon et pour Fernando Alonso. C'est ça en fait. C'est de se dire qu'on avait des objectifs, on avait des objectifs de fiabilité et des objectifs de fiabilité surtout par rapport à 2023. Hein. 2023, hein. On avait des objectifs de fiabilité sur 2023. Problématique en 2023, le moteur n'est pas fiable et pas rapide. Ben voilà. 2022, le moteur était rapide, hein, mais il était explosif. Il cassait tout le temps. Bon, qu'est-ce que je vous dise? C'est ça en fait la problématique. Et là aujourd'hui, moi j'ai un peu peur pour l'avenir, surtout de savoir comment on se reconstruit là-dessus. Je vous rappelle un point important par rapport au moteur. Les moteurs sont gelés jusqu'à 2026. On fait comment maintenant? Là maintenant on fait comment du côté de chez Renault? Comment on fait pour permettre au moteur Renault de retrouver sa puissance qu'elle n'a pas, qu'elle ne peut pas d'ailleurs aller chercher puisqu'elle est gèle des moteurs? Alors il y a cette idée de se dire que oui, si tu améliores la fiabilité, il y a un petit côté où tu peux améliorer la puissance aussi également, où tu peux contourner à certaines choses. J'attends de voir ça, hein, bien sûr, hein, j'attends réellement de voir ça. Mais est-ce qu'on va pas arriver finalement du côté de chez Alpine, où on va se concentrer finalement, se dire que bon écoutez, 2024-2025, impossible de faire plus, puisqu'au niveau du moteur, ce sera beaucoup trop compliqué. Et pourquoi je dis ça? Je regardais le calendrier aujourd'hui en Formule 1. Le calendrier en Formule 1 aujourd'hui, c'est beaucoup de circuits de vitesse, hein. Beaucoup de circuits de vitesse. Hein. Sur 24 Grands Prix, on peut facilement en compter plus de 8 où c'est des circuits à haute vitesse hein, quand même. Hein. Oui, donc beaucoup de courses aussi, effectivement, en calendrier, des circuits en altitude, des circuits aussi qui, oui, comme tu le dis, comme Monza aussi, qui vont demander beaucoup au moteur. Maintenant, c'est aussi la conséquence justement de vendre du rêve et la déception en piste, tout simplement. C'est qu'en fait, Alpine peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes, finalement, de cette situation. Ils peuvent pas genre être mécontents du fait que beaucoup de gens vont critiquer leur façon de faire ces dernières années. Bien sûr. Parce que ça ne collait clairement pas. Et là, le seul moyen aujourd'hui, c'est de fiabiliser ce moteur à tout prix et de trouver une solution, en tout cas sur la structure de la voiture, en termes d'aéro, en termes de fond plat. Parce que les améliorations, en fait, te font stagner plus que progresser. Bien sûr. Et il est là aussi le problème, c'est que ce n'est pas qu'une question de moteur, c'est pas parce qu'on va mettre 30 chevaux de plus à Alpine qu'ils seront capables d'aller chercher le podium à la régulière. Oui. Il y a bien sûr le châssis était cette année, hein, le châssis est pas bon du tout aussi, tu vois. Bah voilà, c'est ça, il est compliqué et qu'au final tu te contentes de 8, 9, 10e place. Et au final, c'est peut-être la véritable place d'Alpine.
Et voilà, peut-être que cette nomination de Famin, ces réunions qu'il y a eu, ces déclarations qu'il y a eu, forcément, ce qu'ils vont faire aussi avec le personnel, bah, c'est peut-être pour dire, bon, bah les gars, on a bien rigolé, on s'est bien foutu de la gueule de tout le monde, maintenant c'est fini les conneries, et puis on bosse pour nous, on développe pour nous, on arrête de regarder la concurrence, parce que c'est quand même ce qu'ils ont fait avec notamment McLaren, et puis bah, même la dépression Aston Martin qu'ils ont pris en début de saison, sans capacité de réaction, tellement ils étaient pris de court. Et là maintenant tout ça c'est fini, je pense. En tout cas c'est l'envie exactement et d'Alpine, tu vois. C'est exactement ça, notamment dans, je vous lis un petit peu ce qui a pu être déclaré dans les colonnes du journal de l'équipe. Le message est clair et assumé par Bruno Famin, qui n'a de... Hop, pardon, excusez-moi, il y a un seul qui arrive. Merci beaucoup Firemax, merci beaucoup pour ton prime des familles. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté. Je vous rappelle les amis d'ailleurs que c'est la fin du September dans quelques instants maintenant, puisque nous sommes le 29 septembre. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos immenses soutiens durant le September. N'hésitez pas à soutenir la chaîne encore une fois, c'est les derniers instants pour faire votre sub de la chaîne, puisqu'il y a moins 20% je crois, même plus de moins de 20% sur les subs de la chaîne. Je reviens sur les propos qui ont pu être dits notamment dans les colonnes journal d'équipe. Le message est clair et assumé par Bruno Famin, qui n'a de cesse de plaider la remise en cause des certitudes et la nécessité de faire profil bas. L'heure est à la révolution des esprits, des compétences, des process, aussi également des attitudes. Chez Renault, fort de plus de 40 saisons en Formule 1, depuis 1977, on revendique appartenir à la famille des grands de ce sport en Formule 1, que ce soit Mercedes, Ferrari, McLaren et Williams. Encore faut-il le démontrer. Et c'est vrai que là aujourd'hui, il faut trouver un moyen de démontrer à nouveau qu'Alpine fait partie de cette famille-là, Baby Chum. Bah ouais, et ça va prendre du temps. On repart, on va dire quasi d'une feuille blanche, d'une nouvelle synergie, d'une nouvelle façon de penser à l'approche d'une saison. Ouais. Et oui, bien sûr, il y a une part de vrai dans ce qu'il dit, c'est que évidemment, bah, Renault, c'est très très important et c'est très très imprégné dans le monde de la F1. C'est pas n'importe qui, c'est pas des peintres. Et c'est sûr que de voir. C'est vrai que là aujourd'hui, on se fait passer pour des peintres quand même. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Ah bah oui, ah, oui. Mais ça, après, ça c'est de leur faute. Ça, c'est de leur faute. Oui, Jérém, évidemment, c'est le nom Renault qui fait partie de l'histoire de la F1, pas Alpine. Je vous rappelle que la curie s'appelle Alpine Renault, hein. Je tiens à rappeler ça. Oui, non mais voilà, évidemment, il faut faire le distinguo quand même. Hein. Oui, mais Jérém Labaz a envie d'être embêtant et de dire ouais, mais c'est Renault, oui, mon baguette, mon béret, c'est bon là. Ouais. Il est pointilleux, il a raison. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, c'est pour ça, oui. Ça fait partie du paysage de la Formule 1. Il y a eu des hauts, évidemment, il y a eu des bas, comme toute marque dans la F1, sauf que là en ce moment on est sur plus de bas, mais plus de bas en interne, j'ai envie de te dire, finalement qu'autre chose. Et c'est ça qui est problématique. Et ouais, ce ménage-là, il était vraiment en fait essentiel. Maintenant, de là à dire que ce sera gage de réussite, le temps nous le dira. Ça, il y a un moment, il n'y a que le temps qui donnera raison à est-ce que cette restructuration, est-ce que cette prise de position et les déclarations et l'envie affichée fonctionnera. Mais en tout cas, c'est bien de se dire que arrivé à 2024, on va pas nous dire ah bah les gars, on joue le top 3 cette saison. Voilà. Qu'on nous dise bah écoute, on fait avec nos moyens, on fait avec ce qu'on a pondu comme voiture, et si on doit faire P5 constructeur, et bah on fera P5 constructeur et que ce sera le maximum qu'on peut faire et basta. Et on se concentre que sur nous-mêmes et on arrête d'aller voir les autres ce qu'ils font, parce qu'au final c'est une perte de temps pour Alpine et ça sert à rien. Il y a surtout un point extrêmement important aussi à prendre en compte, et c'est très bien mis en avant d'ailleurs par le journal L'équipe, qui parle du fait que le groupe Renault c'est 105 000 personnes, 105 000 employés, c'est énorme. Alpine, la marque, c'est seulement 1% des effectifs du groupe Renault et 0,5% du chiffre d'affaires. Et pourtant, faut quand même se rendre compte que c'est l'écurie Alpine qui met justement, donc c'est 1% d'effectifs là, c'est Alpine, ces 1% là qui mettent en avant la valeur du groupe Renault aux yeux du monde. Mais c'est pour ça qu'il est très important. C'est ça qu'il faut en fait. Il est très important que ce pourcentage-là, en fait, bah, soit uni, regarde dans la même direction et arrête de se tirer entre les pattes, à changer, comme je disais, d'organigramme tous les 2 ans, à passer pour des pitres et à ne pas faire avancer le projet finalement, parce qu'on est sur une stagnation depuis quelques saisons. Qui n'est pas au final normal. On a un duo actuellement de pilotes qui est très performant et qui demande qu'à jouer aux avant-postes. Le problème, c'est que tu végètes parce que derrière, il n'y a rien qui va au final.
on n'a pas pris les bonnes directions au niveau de l'aéro, au niveau du châssis, au niveau du développement moteur qui n'est pas bon non plus. On n'a pas réussi à optimiser forcément la fiabilité. Quand tu vois Ocon cette saison qui a 6 abandons, Ouais. c'est juste énorme. Alors oui, effectivement, tu vois, l'abandon par exemple à Singapour a coûté cher, mais oui, McLaren, Aston sont loin. Mais c'est des points qui coûtent, c'est des performances qui comptent. Mais au final, tu as ta fiabilité qui fait encore défaut. Donc c'est des paramètres, oui, qui sont très importants pour ce pourcentage-là à, pour une fois, être unis Ouais. pour le bien de Alpine Renault. L'unité, tu en parles. Il y a Evan aussi qui parle du fait de relocaliser toutes les usines en France. Et bah c'est là où on va exactement, il va falloir regarder la situation. Faut savoir que depuis la nuit des temps, j'ai presque envie de dire Baby Chaume, il y a une sorte de mauvaise communication, presque une sorte de conflit entre ce qui se passe en Angleterre, donc le QG de l'écurie Alpine, d'ailleurs il faut le savoir, je crois. Enfin, oui, c'est ça, hein, QG de l'écurie Alpine. Je suis en train de regarder en termes de siège social, mais je crois que c'est ça. Et ce qui est Viry-Châtillon. Viry-Châtillon qui est en France. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie, coup de moi 14h. C'est coup de moi 14h, c'est ça, je crois. 14h, 14h30, ouais, je sais plus, un truc Ouais, du genre. un truc du genre. Et en fait, il y a cette mauvaise communication, cette genre de conflit, je suis presque dire guerre, je ne sais pas, mais il y a cette mauvaise relation entre ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe en France. Ça a toujours été comme ça du côté de chez Renault et Alpine, du coup, aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Fait très fort de la part de Laurent Rossi, dans son discours justement pour l'appel à l'unité, et pour l'appel justement à la meilleure compréhension de la situation. Avant de conclure, le boss de Renault s'est fait un devoir, selon un témoin présent, d'expliquer aux 1200 salariés que la guerre de 100 ans, de 1337 jusqu'à 1453, du coup, aujourd'hui en 2023, et ben entre la France et l'Angleterre, elle était bien terminée. Depuis presque 6 siècles, que Viry-Châtillon, Enstone et l'équipe sur le paddock ne pourront plus désormais rejeter l'autre sur l'autre les fautes. C'est le moteur, c'est l'aéro, c'est la stratégie, non, tout ça, c'est terminé. Maintenant, il n'est plus question pour les nouveaux patrons de l'écurie de voir dans l'hospitalité alpine les francophones à une table, les anglophones à une autre, ou de laisser les deux entités réserver eux-mêmes leur hôtel, chacune de leur côté. Et c'est un point qui est extrêmement important, et c'est vrai que c'est bien de le rappeler, mais c'est un truc tout bête, mais c'est un truc qu'il faut le rappeler, ça. C'est ce malaise qu'il y a, perpétuel, même traditionnel qu'il y a, entre les Anglais et les Français. Et comme Mafia a dit quelque chose de très intéressant. Il y a deux écuries en une en fait. Oui, et ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais. En fait, ça a toujours fonctionné comme ça dans cette entité-là. Alors oui, il y a eu 2005-2006 où ça a très bien marché, même toi 2 ans avant où ça marchait aussi plutôt bien, mais c'est qu'éphémère. Ouais. C'est qu'éphémère, et quand tu es en Formule 1, tu veux forcément la recherche de la performance et de l'excellence tout le temps. Et qu'à partir du moment où tu as un grain de sable forcément dans l'engrenage, bah, ça part vite en sucette. Et c'était la déclaration de Famin que tu disais juste avant. Non, c'était l'équipe qui en parlait. Ah, mais ouais, c'est l'équipe qui disait ça, mais tu vois, il disait, voilà, il y a du vrai dans le sens, bah oui, il faut arrêter de se tirer dans les pattes constamment et de rejeter la faute sur l'un ou l'autre. Parce que bon, si ça va abandonner, t'as le département aéro qui va te dire, bah regardez ce que vous nous faites, là votre moteur il est à chier. Bah, Après, si le moteur lâche pas, mais que les pièces apportées niveau aéro elles fonctionnent pas, t'as le département moteur qui va faire, bah regardez votre aéro il marche pas. Enfin, t'avances pas au final. Ouais. Et tu te tires des balles dans le pied en fait tout seul. T'as besoin de personne. Alors certes, c'est pas une entente qui est idéal forcément d'avoir deux entités aussi séparées que ça, mais au final c'est ce qui fait un petit peu partie de l'ADN de cette écurie-là et de cette structure-là au final. Et elle a toujours fonctionné comme ça, et ce sera compliqué peut-être un jour de tout relocaliser au même endroit, parce que ça coûte énormément d'argent aussi, il faut être honnête. Ouais. Il n'y a pas strictement d'intérêt aussi, d'ailleurs. Je rappelle que l'essence de la Formule 1 est basée en Angleterre. Hein. Que 7 écuries sur 10 sont basées en Angleterre. Hein. Il y a pas... Les seuls qui manquent, ce sont Maranello, Inwheel et Faenza à l'heure actuelle, mais qui va déménager. Donc voilà. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. L'un mesure 1000 et l'autre en mètres compliqué pour faire le moteur. C'est peut-être compliqué, effectivement, dit Federico. C'est vrai, il y a un peu deux écuries en une et c'est marrant. Aussi qu'on en parle parce que c'est aussi révélé par le journal L'équipe, c'est assez fou d'ailleurs cette histoire là. Dans ce souci d'unité et d'humanité, on va dire ça comme ça,
eh bien, on va dire ça comme ça. Je cherche une bonne intro pour dire ça, mais on va dire ça comme ça. Alpine, direction le GIGN. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne, je vous jure que Alpine va rejoindre le GIGN, ou du moins, on va pendant le temps d'un stage, oui, une centaine de membres de l'écurie Alpine vont participer à un camp d'entraînement du GIGN cet hiver. C'est ce qu'a révélé le journal L'équipe, dans ce souci de justement retrouver de l'unité et de la cohésion dans l'écurie, pour recréer cette cohésion au sein de l'écurie, que ce soit du côté de l'Angleterre et même du côté de la France. Ces deux entités-là vont être réassemblés bien sûr lors d'un stage du côté du GIGN, oui, pour ne cache pas que les stages du GIGN, les copains, ça y va, hein. Ça soude, hein, ça y va les stages du GIGN, attention, hein. Oh, mon rêve, ce serait justement qu'il y ait Pierre Gasly et Esteban Ocon qui fassent aussi ce stage du GIGN. Là, on va les voir, les gars, ils vont se déméner comme pas possible. Vraiment, les pauvres. J'ai une pensée, si vraiment Esteban Ocon et Pierre Gasly font ce stage du GIGN pour montrer l'exemple, ce serait exceptionnel d'une déjà, mais les pauvres ils vont souffrir, hein. Déjà les employés de chez Alpine ils vont souffrir durant le stage du GIGN, mais voilà, quel est le but hein, justement de ce stage du GIGN? Le but étant pour Luca De Meo, PDG du groupe Renault, d'améliorer la solidarité et la cohésion d'équipe au sein de l'hospitalité Alpine pour l'an prochain, et ce à tous les niveaux de management. Donc on est peut-être en train de nous dire que là, va y avoir le patron d'Alpine, Bruno Famin, qui va se dire, bah allez, écoutez, moi je vais faire le stage du GIGN. Moi je vais y aller, moi. Et ce serait très beau, hein, du point de vue image, de se dire que le grand patron va y aller quand même dans ce stage du GIGN. Mais voilà, en tout cas, Alpine, l'écurie Alpine, une centaine de membres de l'écurie Alpine vont participer à un camp d'entraînement du GIGN. Et j'ai tellement hâte de voir les vidéos de tout ça pour qu'on rigole bien quand même, hein. Moi, ça me fait penser, le premier truc que quand j'ai vu ça, c'est que tu disais, Ocon Gasly, ça me fait penser au Vie ma vie à l'époque de Eric et Ramsey oui. en stage commando, tu sais. Ah non. Ah là là. Bon, après, oui, après, si c'est bon, si c'est ça nécessaire, et si ça marche surtout, tant mais mieux pour moi, pour pour moi, ça va marcher, hein. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures idées. Okay. Après, vous me direz, il y a des entreprises qui font quand même des séminaires d'entreprise. Ils vont à Disney, ils vont au parc Astérix, ils vont en voyage, je sais pas, ils vont faire une retraite quelque part dans différents lieux. À Alpine, ils se sont dit, non, la situation est tellement catastrophique chez nous, quoi.